Je m'appelle Élodie Tournier, et jusqu'à cet après-midi-là, je croyais que la famille, c'était la confiance. Le crissement des pneus sur le gravier devant ma maison m'a tiré de mes pensées. Quand j'ai levé les yeux, j'ai vu une voiture de sport rouge, 2 places, qui glissait jusqu'à s'arrêter juste devant chez nous. Le soleil se reflétait sur son capot brillant, comme pour se moquer de moi. La femme au volant est sortie, ses lunettes de soleil posées sur un sourire si éclatant qu'il aurait pu m'aveugler. Il m'a fallu un battement de cœur pour que mon esprit accepte ce que mes yeux savaient déjà. C'était le visage de ma sœur. Un silence étrange a envahi le monde. Les clés ont tinté dans sa main au moment même où mon téléphone vibrait dans ma poche. Je n'avais pas besoin de regarder pour savoir ce que c'était, une alerte de notre compte épargne commun. 2 ans d'économie soigneusement mise de côté, chaque heure supplémentaire au boulot, chaque euro glissé de côté pour le petit café qu'on rêvait d'ouvrir ensemble, envolé. Le chiffre sur l'écran ne montrait pas juste un 0. Il montrait le prix d'une confiance brisée en un instant. Elle a fait un petit signe de la main, toute fière, comme si de rien n'était. Ma poitrine s'est serrée. Je n'arrivais plus à respirer, tandis que je murmurais pour moi-même. Cette voiture, c'est ma confiance qui l'a payée. Je voulais lui demander comment elle avait pu faire ça, mais aucun mot n'est sorti. La trahison n'explose pas toujours. Parfois, elle arrive doucement, enveloppée de peinture rouge et de sourires forcés. Alors j'ai souri, moi aussi. Et dans ce silence, une histoire a commencé à s'écrire dans ma tête. Une histoire qui se terminerait bien différemment de ce qu'elle imaginait. Mais avant de plonger dans mon histoire, dis-moi, quelle heure est-il chez toi et de quelle ville tu regardes? J'aimerais savoir jusqu'où cette histoire a voyagé. 2 ans plus tôt. Tout a commencé par une promesse. Je me souviens encore du bruit de la pluie ce matin-là, quand le médecin de maman est sorti de la chambre en secouant la tête. Rien ne prépare au silence qui suit un dernier adieu. Après les obsèques, la maison paraissait trop grande. Trop vide. Je voulais combler ce vide avec quelque chose qui me la rappellerait. C'est là que ma sœur Claire a proposé d'ouvrir un petit café au centre de Clermont-Ferrand, un endroit qui sentirait les roulés à la cannelle et dégagerait la chaleur que maman avait toujours en elle. Elle appelait ça notre 2e maison. Et pendant un instant, ça a ressemblé à de l'espoir. On s'est assise à la table de la cuisine, griffonnant des idées sur des serviettes en papier. Les idées de Claire fusaient plus vite que je ne pouvais les noter. Elle voulait des fresques murales, des concerts live, du café importé haut de gamme. Moi, je voulais des chiffres réalistes, un loyer abordable et un projet qui pourrait survivre. Elle me disait que j'étais trop sérieuse. Je lui répondais qu'elle rêvait trop. Et quelque part entre les deux, on s'est serré la main sur une promesse, on le construirait ensemble, peu importe le temps que ça prendrait. Pour y croire, on a ouvert un compte épargne commun à la banque du coin. Je déposais la majorité de mon salaire de mon boulot en design, pendant que Claire contribuait avec ce qu'elle gagnait à mi-temps dans une petite boutique. C'était déséquilibré, mais je m'en fichais. C'était ma sœur. Et je lui faisais confiance. Chaque mois, on ajoutait un peu plus. Et voir le solde monter, c'était comme une preuve qu'on bâtissait quelque chose ensemble. Un soir, papa est passé nous voir. Il habite encore en périphérie de la ville. Il nous a trouvés en train de discuter, plutôt fort, du prix des machines à café. Il a souri et dit « L'argent, ça révèle qui on est les filles. Ne le laissez jamais tester votre amour. » On en a ri. On lui a promis qu'on ne se disputerait jamais à cause de l'argent. À l'époque, je le croyais vraiment. Mais au fil des mois, les habitudes de Claire ont commencé à fissurer notre plan parfait. Elle achetait des vêtements pour l'image de marque, passait ses week-ends à Lyon pour réseauter et revenait avec des histoires de gens qui investiraient peut-être un jour. Je gardais les reçus, les comparais à notre épargne, faisais semblant que les chiffres restaient cohérents. Quand je lui en parlais, elle balayait mes inquiétudes d'une accolade. « Détends-toi, Élodie. C'est le processus. Tu stresses trop. » Peut-être qu'elle avait raison. Ou peut-être que j'avais juste besoin d'y croire. Le deuil pousse à s'accrocher à tout ce qui ressemble à une famille. Alors j'ai détourné les yeux, même quand elle utilisait à nouveau la carte. Je me suis convaincue qu'elle savait ce qu'elle faisait. À chaque connexion au compte, je me disais qu'on était toujours sur la bonne voie. Mais quelque chose dans sa façon de parler du futur me mettait mal à l'aise. Ce n'était pas le sourire de quelqu'un qui construit avec vous. C'était celui de quelqu'un qui court devant, sans jamais regarder en arrière. Je me suis dit que c'était juste mon anxiété. Après tout, c'était ma sœur. Et on s'était promis de se faire confiance, entièrement. La première vraie fissure est arrivée à Noël. J'ai trouvé un reçu glissé dans un livre de recettes. Ce n'était pas pour le café, billet pour un festival de musique, un sac de luxe, un week-end dans un hôtel à Nice.
Je suis restée là, fixant le papier jusqu'à ce que l'encre devienne floue. Les mots de confrontation me brûlaient la gorge, mais je les ai ravalés. C'était plus facile de croire aux rêves que d'affronter la vérité. Au printemps, on a arrêté de parler du café. Elle disait que ce n'était pas le bon moment. Moi, je ne disais plus rien. Le compte est resté ouvert. L'argent immobile pendant un temps. Mais au fond, je sentais que quelque chose avait changé. Les promesses, comme les économies, perdent leur valeur quand une seule personne continue d'y croire. Et même si je ne le savais pas encore, cette promesse née d'un espoir était déjà en train de se transformer en dette. Une dette que je n'oublierai jamais. Un vendredi pluvieux, mon téléphone a vibré. J'étais au bureau, en train de boucler un projet. La pluie battait contre la vitre. J'ai failli ignorer la notification, jusqu'à ce que je lise l'objet. Activité inhabituelle sur votre compte. Mon cœur s'est emballé. Ce compte n'était pas censé bouger. On n'avait pas touché au compte depuis des mois. Mais en ouvrant ce mail, le solde m'a sauté aux yeux. Presque plus rien. Quelques euros à peine. J'ai cligné des yeux, persuadé que c'était une erreur. 2 années de travail ne peuvent pas disparaître du jour au lendemain. J'ai appelé la banque, les mains tremblantes, en entrant le numéro de compte. Une conseillère à la voix calme m'a demandé de vérifier mon identité, puis elle m'a dit. Le retrait a été effectué hier dans une agence locale. Le nom inscrit est Claire Tournier. Ma gorge s'est asséchée. Je lui ai demandé de répéter, espérant avoir mal entendu. Mais non. Même ton calme. Même non. Ma grande sœur. Le bureau m'a semblé d'un coup trop petit, l'air trop lourd. J'ai refermé mon ordinateur et pris la route sous l'averse. Chaque feu rouge semblait durer une éternité. Des dizaines de questions tournaient dans ma tête. Peut-être une urgence ? Peut-être qu'elle avait eu besoin de cet argent pour quelque chose de vital ? Je voulais y croire. Mais en arrivant dans l'allée, la vérité m'a frappée avant même que je descende de la voiture. Celle de Claire n'était plus là. Mais sur mon téléphone, son dernier poste m'a tout raconté. Une photo. Une voiture de sport rouge, 2 places, garée devant une concession. Enfin ma voiture de rêve. Le travail acharné finit toujours par payer. Mon estomac s'est noué. Ce n'était pas du travail. C'était notre café. Nos nuits blanches, chaque sacrifice que j'avais fait. Tout ça, transformé en tôle brillante pour récolter des gemmes. Quand elle est rentrée plus tard, ses talons claquaient contre le sol. Elle était rayonnante. Pas une once de culpabilité. J'étais dans la cuisine, mon téléphone à la main. Tu as utilisé nos économies. Ma voix était basse mais ferme. Elle a haussé les épaules. Détends-toi, Élodie. Je te rembourserai une fois que les choses se calmeront. Me rembourser. Ces mots avaient un goût amer. Cet argent était pour nous deux. Pour le café de maman. Elle a ri doucement. T'es vraiment trop dramatique. C'est toujours notre rêve. Juste un peu repoussé. Et puis, toi tu t'en sors bien. Tu peux économiser à nouveau. Quelque chose s'est cassé en moi. Pas à cause de l'argent. Mais parce qu'elle le balayait comme si la confiance pouvait se remplacer, comme des billets dans un tiroir. Je l'ai regardé se servir un verre, fredonnant, inconsciente que j'étais en train de tout graver dans ma mémoire. Le ton de sa voix. Le bruit de ses clés toutes neuves sur le comptoir. L'odeur de la pluie sur sa veste. Elle pensait que mon silence signifiait la reddition. Mais à l'intérieur, quelque chose avait bougé. Je savais que l'affronter ne servirait à rien. Claire n'écoutait jamais quand elle avait tort. Elle s'enfermait dans ses certitudes. Alors j'ai fait ce que je savais faire le mieux. Je suis restée calme. Et j'ai réfléchi. Ce soir-là, pendant qu'elle postait une autre photo de sa nouvelle vie, j'ai ouvert mon ordinateur et commencé à documenter. Reçu. Transaction. Horodatage. Je n'en ai parlé à personne. Pas même à papa. La confiance était déjà trop fragile pour risquer une autre conversation. La maison était silencieuse, sauf pour le ronronnement du frigo et le claquement de mes touches. Je n'ai pas pleuré. Ça ne servait à rien. Les larmes ne ramènent pas ce qui est perdu. Ce n'était plus une question d'argent. C'était une révélation, je découvrais qui était vraiment ma sœur. À minuit, j'avais un dossier rempli de preuves. Et une forme de calme que je n'avais pas ressentie depuis des semaines. Claire avait peut-être pris les économies, mais elle n'avait aucune idée de ce qu'elle venait de réveiller en moi. La confiance, une fois brisée, ne guérit pas. Elle se transforme. Et cette nuit-là, j'ai cessé d'être la sœur qui pardonne. Je suis devenue autre chose. Quelqu'un qui prend des notes avant d'agir. Le dimanche matin, l'orage était passé.
Mais le silence qui restait pesait plus lourd que jamais. Je me suis assise près de la fenêtre de la cuisine, regardant l'eau goutter des gouttières. Quelque chose avait changé en moi. Je ne voulais plus crier, ni pleurer. Je voulais comprendre. Alors j'ai ouvert mon ordinateur et lu tout ce que je pouvais sur les comptes joints, les droits de propriété, le droit civil. Plus je lisais, plus tout devenait clair. Ce que Claire avait fait, ce n'était pas juste une trahison. C'était du vol. Juridiquement parlant. Mon nom figurait sur ce compte. La moitié de cet argent m'appartenait. Et j'avais tous les droits pour agir. À midi, j'ai appelé un vieil ami de la fac, Corentin Brousse, devenu avocat à Clermont-Ferrand. On ne s'était pas parlé depuis des années, mais sa voix n'avait pas changé, posée, bienveillante. Élodie Tournier? Eh ben, ça fait un bail. Qu'est-ce qui se passe? J'ai hésité, puis je lui ai tout raconté. Il ne m'a pas interrompu une seule fois. Quand j'ai fini, un silence s'est installé. Puis il a dit: Tu as raison d'être en colère. Mais si tu veux que ça tienne devant un juge, il te faudra plus que des captures d'écran. Rassemble tout, relevés, échanges, preuves de propriété conjointe. Ce soir-là, j'ai tout imprimé. Classé. Mon bureau ressemblait à un tableau d'enquête. Chaque feuille, un morceau de ce que Claire m'avait pris. Mais pour la première fois, je ne me sentais pas impuissante. Je me sentais prête. La semaine suivante, Claire ne m'a presque pas adressé la parole. Et quand elle le faisait, c'était pour lancer une pique. T'as toujours été radine, Élodie, a-t-elle dit un matin, un sourire en coin en sirotant son café. C'est peut-être pour ça que t'as jamais su profiter de la vie. Je n'ai rien répondu. Il n'y avait plus rien à dire qui ne casserait pas tout. Elle prenait mon silence pour de la faiblesse. Mais c'était de la discipline. Papa a appelé quelques jours plus tard. Sa voix avait ce ton doux et fatigué que je connaissais trop bien. Élodie, j'ai entendu dire que toi et Claire ne vous parlez plus. Laisse-lui le temps d'apprendre. Elle finira par comprendre. J'ai voulu lui dire qu'elle ne comprendrait jamais. Que certaines personnes ne changent qu'en perdant tout. Mais j'ai gardé le silence. Papa avait toujours cru qu'on devait laisser aux gens l'espace de se réparer. Moi, je savais maintenant. Autour de cette période, j'ai arrêté de l'appeler ma sœur. Dans ma tête, ce n'était plus que Claire. Quelqu'un qui avait franchi une ligne et qui se tenait fièrement de l'autre côté. Chaque fois que je voyais sa voiture dans l'allée, brillante, parfaite, je sentais le lien entre elle et moi s'effacer un peu plus. Au travail, je devenais plus silencieuse. Mes collègues pensaient que j'étais simplement fatiguée. Mais en moi, un plan prenait forme. Clair. Précis. Inébranlable. Plus je prenais de distance, plus je pensais clairement. J'ai compris que la vengeance n'avait pas besoin de cris ou de drames. Elle avait besoin de méthode. Le samedi suivant, Corentin et moi nous sommes retrouvés dans un café du centre-ville. Il a feuilleté mon dossier. Tu as déjà fait la moitié du travail, m'a-t-il dit. Ce sera simple. Une requête civile. Ne l'avertis pas. Ne négocie pas des pauses. Son calme rendait tout ça presque administratif. J'ai signé les papiers l'après-midi même. La main ferme. Et pour la première fois depuis des semaines, j'ai dormi sans me réveiller. Pas d'explosion. Pas de dispute. Pas de larmes. Juste le silence. Parce que certaines guerres ne se livrent pas sur des champs de bataille. Elles se jouent dans le calme. Dans les décisions réfléchies. Et dans une signature nette, juste en dessous d'un nom. Celui de celle qui n'est plus la sœur indulgente. Le lundi matin, les papiers étaient déposés. Claire croyait toujours qu'elle avait gagné. Mais les batailles comme celle-là ne se gagnent pas dans le bruit. Elles se gagnent avec de la patience. Un mois plus tard, on se retrouvait, elle et moi, de chaque côté d'un banc en bois. La salle d'audience de Clermont-Ferrand était plus petite que je l'imaginais. Des murs ternes, un air froid, l'odeur de vieux papier. Seul le clic du stylo de la greffière rompait le silence. Claire était là, en tailleur crème, coiffée à la perfection. On aurait dit qu'elle allait à une réunion, pas à une audience. À côté de moi, Corentin restait calme, feuilletant le dossier. Quand le juge est entré, on s'est levé. Mon cœur battait. Pas par assurance mais par épuisement. Ce n'était plus une question de victoire. C'était une fin. Corentin a commencé. Il a déroulé les preuves. Chaque relevé bancaire, chaque retrait avec la signature de Claire. La salle restait silencieuse, sauf pour le bruissement des feuilles. Votre honneur, dit-il. Ma cliente, mademoiselle Tournier, et la défendresse ont ouvert un compte épargne commun, à parts égales. Les retraits effectués par mademoiselle Claire Tournier l'ont été sans accord conjoint, violant le principe légal de consentement partagé.
L'avocat de Claire s'est levé, a ajusté sa cravate. Sa voix, douce et mesurée. Votre honneur, ce n'est pas un litige commercial. C'est une affaire de famille. Les familles fonctionnent sur la confiance, pas sur des contrats. Claire n'a pas agi par malveillance. Elle croyait être dans son droit. Le juge s'est tourné vers Claire. C'est exact? Elle a hoché la tête, les yeux grands ouverts, dans le rôle de la sœur incomprise. On est de la famille, pas des associés, dit-elle doucement. Jamais je n'aurais pensé qu'elle irait jusque-là. Corentin s'est penché en avant. Calme mais ferme. Votre honneur, un compte joint implique un consentement joint. L'émotion ne remplace pas la responsabilité légale. Ma cliente a fait confiance à sa sœur. Ce qu'elle a reçu en retour, c'est une perte financière. Un silence pesant a suivi. Le juge a regardé les relevés puis Claire. Mademoiselle Tournier, les liens personnels n'annulent pas les obligations contractuelles. Vous avez retiré 22 000 € sans approbation écrite de la codétentrice. D'après la loi, cela constitue un retrait non autorisé. Vous êtes tenu de rembourser la totalité sous 60 jours. Le tribunal prononce également une saisie sur le véhicule acheté avec ces fonds, jusqu'au remboursement complet. Le verdict est tombé, discret mais lourd. Le sourire de Claire a vacillé. Une première fissure dans sa façade. Son avocat a voulu réagir, mais le juge a levé la main. Affaire classée. Le marteau a frappé une fois. Sec. Final. Corentin a rangé nos documents sans un mot. En se levant, il m'a regardé. Tu as fait ce qu'il fallait. J'ai hoché la tête. Mais je ne me sentais pas victorieuse. Le bruit des talons de Claire me suivait dans le couloir. Comme un souvenir que je laissais enfin derrière moi. Dehors, le ciel était d'un bleu pâle. L'air vif. Aucune caméra. Aucun journaliste. Personne. Juste le calme. Claire m'a dépassé, le visage impassible. Pendant une seconde, j'ai cru qu'elle allait dire quelque chose. Mais non. Elle a continué à marcher. J'ai descendu les marches du tribunal. Mes pas résonnaient sur la pierre. Le monde continuait, comme si rien ne s'était passé. Des voitures passaient. Des gens discutaient. Un homme vendait du café au coin de la rue. J'ai inspiré profondément. La justice n'a pas besoin d'applaudissements. Elle ne ressemble pas toujours à une victoire. Parfois c'est juste. Le son de l'équilibre qui revient. Discrètement. Là où il doit être. En arrivant au parking, Corentin m'a fait un petit signe avant de partir. Je l'ai regardé s'éloigner, puis j'ai tourné les yeux vers ma voiture. Au loin, la carrosserie rouge de la voiture de Claire brillait encore. Pendant une seconde, j'ai presque eu pitié d'elle. Presque. Puis j'ai démarré. Et je suis partie, sans me retourner. Une semaine après le verdict. La maison était trop silencieuse. Les murs semblaient absorber chaque bruit, comme s'ils comprenaient eux aussi ce qui avait été perdu. 2 tasses trônaient encore dans l'évier. Mais une seule était utilisée maintenant. Claire avait fait ses valises 3 jours après le jugement. Pas de mots. Pas d'excuses. Pas même un adieu. La pièce qu'elle remplissait autrefois de rire ne sentait plus que la poussière et l'air immobile. J'ai traversé le couloir, celui qui résonnait de nos discussions. Et cette fois, seul le silence m'a répondu. Evan est passé ce dimanche-là. Il avait l'air plus vieux que dans mes souvenirs. Les épaules basses, le regard voilé par quelque chose de plus lourd que la déception. Il s'est assis à la table de la cuisine, traçant du doigt le bord de sa tasse avant de parler. Tu as fait ce qu'il fallait, a-t-il dit doucement. Mais faire ce qui est juste, ne veut pas toujours dire que ça fait du bien. Je n'ai rien répondu. Aucun mot n'aurait refermé cette blessure. Après un moment, il a soupiré, comme s'il posait un poids qu'il portait depuis des années. Le sang n'est pas plus fort que le respect. Il fixait la fenêtre, où la pluie recommençait à tomber. Ces mots ont flotté entre nous. Une vérité simple, impossible à ignorer. Cet après-midi-là, je suis montée nettoyer la chambre qui appartenait autrefois à maman. Son parfum flottait encore légèrement sur les vieux rideaux, et ses carnets reposaient sur la table de nuit, les pages jaunies par le temps. J'en ai ouvert un. Une phrase, écrite de sa main, m'a arrêtée. La paix commence quand on cesse d'exiger la justice des autres. J'ai caressé son écriture du bout des doigts, tremblante. Et pour la première fois depuis des semaines, j'ai pleuré. Pas pour l'argent. Pas pour Claire. Mais pour cet espace silencieux entre ce que nous étions et ce que nous sommes devenus. Plus tard dans la soirée, Talia est apparue sur le pas de la porte. J'ai été surprise. Elle ne venait presque plus depuis qu'elle avait déménagé à Lyon.
Elle a regardé la maison avec une nostalgie douce, avant de s'asseoir près de moi sur la balançoire du porche. J'ai entendu parler du procès, dit-elle. J'ai hoché la tête, incapable de trouver les bons mots. Tu as fait ce que tu pensais juste, a-t-elle poursuivi. Mais souviens-toi, la paix vaut plus que la revanche. Il n'y avait aucun reproche dans sa voix. Juste une sagesse un peu fatiguée. Le vent a soulevé ses cheveux, et un instant, on est resté là, en silence, bercé par le chant des cigales. Avant de partir, elle m'a serré dans ses bras plus fort qu'elle ne l'avait jamais fait. Cette nuit-là, j'ai pris ma décision. La maison était devenue un musée de souvenirs qui ne m'appartenait plus. Des voix, des rires, des souvenirs d'une époque révolue. Le lendemain matin, j'ai appelé une agence immobilière. Le mercredi suivant, un panneau à vendre était planté dans le jardin. Faire les cartons a pris des jours. Chaque boîte scellée ressemblait à un chapitre que je refermais sans m'en rendre compte. Derrière le comptoir du café improvisé, j'ai retrouvé de vieilles photos de Claire et moi. Des fleurs sur le visage, des sourires larges, vrais. Je les ai regardées plus longtemps que prévu. Puis je les ai glissées dans un tiroir au lieu d'un carton. Certaines choses n'ont pas besoin de faire le voyage. La dernière nuit à Clermont-Ferrand, je suis restée debout près de la fenêtre, regardant le crépuscule tomber sur la rue. La voiture rouge n'était plus là. L'allée vide. Pour la première fois, je ne ressentais ni colère, ni pitié. Juste du vide. Un silence propre. Le lendemain matin, j'ai verrouillé la porte d'entrée et glissé la clé sous le paillasson. Ma voiture était déjà chargée. En partant, la maison rétrécissait dans le rétroviseur. Jusqu'à disparaître derrière les arbres. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas souri non plus. J'ai simplement respiré. Calmement. Et j'ai laissé la route me mener vers ce qui viendrait ensuite. Parfois, la fin ne vient pas avec des mots, ni des excuses. Elle vient quand on part. Posément. Entièrement. Sans se retourner. 3 mois plus tard, j'ai inséré une clé neuve dans la serrure d'un petit local, rue principale. Elle résistait un peu, comme si elle n'avait pas servi depuis des années. Alors qu'elle venait juste d'être fabriquée. Au-dessus de la porte, une enseigne. Café 2 chaises, peint à la main en lettres crème la veille. Le nom sonnait juste. 2 chaises. Parce que toutes les tables n'ont pas besoin d'une foule. Et toutes les histoires n'ont pas besoin d'un public. L'espace était petit. 8 tables. Un comptoir. Et l'odeur d'un espoir infusé dans des grains fraîchement torréfiés. Je l'avais trouvé via une ancienne annonce. Signer le bail à mon nom. Avec mes fonds. Ma propre signature. Il n'y avait plus de nous. Et cette idée ne me faisait plus mal. Chaque matin, j'ouvrais à 6 heures. La cloche au-dessus de la porte tintait doucement à chaque client. Le soleil entrait par la grande vitrine, dessinant des carrés dorés sur le parquet usé. Je préparais chaque tasse moi-même. Je tenais les comptes, apprenais le rythme des dépenses, des profits, de la patience. Ce n'était plus une histoire de succès. C'était une question d'équilibre. De me faire confiance. De tenir debout sans attendre qu'on tienne l'équilibre pour moi. Il y avait des journées calmes. Parfois, seuls quelques habitués passaient. Le facteur, toujours un café noir. Une prof corrigeant ses copies avec un muffin. Une maman lisant près de la fenêtre pendant que son bébé dormait dans la poussette. J'apprenais leurs prénoms. Leurs histoires. Et comment ils prenaient leur café. Le monde paraissait plus petit. Mais plus plein. Parfois, tard le soir, je m'asseyais dans l'un des 2 sièges du fond, avec une tisane à la camomille. J'écoutais le ronron du frigo, la musique légère venant de la rue. Le silence ne me faisait plus peur. C'était un silence qui reste. Pas un silence qui blesse. Gérer le café était devenu un rituel. Je notais chaque dépense, chaque vente. Je fermais la caisse avec rigueur. Les chiffres ne me faisaient plus peur. Ils étaient le reflet du soin. Chaque reçu, chaque paiement, était une promesse. Faite à moi-même cette fois. Et à personne d'autre. Un mardi après-midi, la pluie dessinait des lignes argentées sur la vitrine. Mon téléphone a vibré. Un email. Un ancien ami de Clermont-Ferrand. L'objet du mail disait « Tu devrais savoir ». Je l'ai ouvert, et je suis restée figée un instant. Claire avait perdu son emploi dans l'agence de design. Sa voiture, celle pour laquelle elle s'était embattue, avait été saisie la semaine précédente. Il n'y avait aucun message direct de sa part. Juste un lien vers une publication qu'elle avait ensuite supprimée. Une photo d'une allée vide. Et en légende. Nouveau départ. Je suis restée là un long moment. La pluie tapotait doucement la vitre.
L'odeur du café flottait encore dans l'air. Mes mains ne tremblaient pas. Ma poitrine ne se serrait pas. Il n'y avait ni triomphe, ni satisfaction. Juste du calme. J'ai regardé par la fenêtre, les voitures passer, les gens courir sous leurs parapluies, et j'ai chuchoté. La vie finit toujours par faire ses comptes. Ce soir-là, j'ai fermé le café 2 chaises plus tard que d'habitude. Les lumières éclairaient doucement la rue sombre. J'ai essuyé le comptoir une dernière fois, verrouillé la caisse, et je suis sorti. L'air frais portait un mélange de pluie et de grains torréfiés. Une odeur paisible. En tirant la porte derrière moi, mon reflet dans la vitre m'a surprise. Ce n'était plus la femme fatiguée de ces derniers mois. C'était quelqu'un de solide. Rebâti. Certaines fins ne résonnent pas. Elles se font dans des buts si doux qu'on n'en entend même pas le bruit. 6 mois plus tard, j'ai repris la route pour Clermont-Ferrand. Un bouquet de lys blanc sur le siège passager. La route ondulait entre les collines familières, mais devenue lointaine. Une beauté qu'on ne remarque que quand le cœur se calme enfin. Au cimetière, l'herbe venait d'être coupée. Je me suis agenouillée devant la tombe de maman. J'ai enlevé la terre sur son nom, et j'ai déposé les fleurs avec soin. La pierre était fraîche sous mes doigts. Je l'ai fait, maman, ai-je murmuré, sans savoir exactement ce que cela voulait dire. Réussir? Avancer? Ou simplement survivre avec dignité? Une brise a soulevé mes cheveux. Et pendant un instant, j'ai presque entendu sa voix. Cette force discrète qui m'avait porté à chaque chute. Plus tard, je suis passé chez Evan. Il taillait ses rosiers près du perron, en fredonnant. En me voyant, ses yeux se sont adoucis. Comme ceux d'un père, qui n'a plus besoin de s'inquiéter. Tu as changé, dit-il avec un demi-sourire. Tu es plus légère. J'ai souri à mon tour. Peut-être que j'ai enfin compris. Il a hoché la tête, sans poser de questions. Certaines leçons n'ont pas besoin d'être dites à voix haute. Ce soir-là, je suis rentrée dans mon petit appartement, juste au-dessus du café. L'odeur des grains grillés remontait à travers le plancher, enveloppant la pièce d'une chaleur familière. Mon ordinateur a émis un son. Un mail. De Claire. Objet, je suis désolée. Le message était court. J'avais tort. J'espère que tu vas bien. Je suis restée longtemps à le regarder. Puis j'ai refermé l'ordinateur. Sans répondre. À la place, j'ai ouvert mon carnet. Et j'ai écrit une seule phrase. Certaines dettes ne se remboursent pas avec de l'argent. Le lendemain matin, j'ai ouvert le café plus tôt que d'habitude. La lumière du soleil s'étirait doucement sur le comptoir, touchant les 2 chaises vides près de la fenêtre. Là où tout avait commencé. Je me suis versé une tasse de café. Je me suis assise. Et j'ai regardé la ville se réveiller. Elle a acheté sa liberté avec mes économies. Moi, j'ai acheté la paix avec sa leçon. Merci d'avoir écouté mon histoire jusqu'au bout. Si toi aussi tu as vécu une trahison familiale, partage ton histoire ou ton ressenti dans les commentaires. Je les lis tous personnellement. Et dis-moi, que aurais-tu fait à ma place? J'aimerais connaître ton point de vue. N'oublie pas de liker, de t'abonner et de partager pour ne pas manquer d'autres histoires vraies, qui explorent le vrai prix de la confiance.